nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Le vendredi, notre collègue Annabelle Blais nous propose le documentaire à écouter pour la fin de semaine. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Qu'est-ce que t'as écouté cette fois-ci? Écoute, je sais pas si t'as entendu parler du documentaire, la série docu The Man with 1000 Kids. C'est sur Netflix. C'était le truc, là, quand c'est débarqué sur Netflix, là, il y a 3 semaines, je veux dire, ça a été tout de suite numéro 1. Je l'attends un petit peu avant d'en parler, question que laisser les gens de l'avoir vu, pas divulgacher tout ça. Mais c'est une histoire hallucinante. C'est un donneur de sperme néerlandais qui est accusé là, d'avoir engendré à peu près 500 enfants aux Pays-Bas, mais aussi dans le monde entier. Et ça pourrait pas mal être beaucoup plus que 500 enfants. C'est un documentaire en 3 épisodes d'une 40aine de minutes. Ça se regarde super bien. Et je te dirais que de toutes les histoires de donneurs de sperme, puis il commence à en avoir quelques-unes là, ces dernières années, c'est la plus folle que j'ai vue, cette histoire-là. Elle dépasse l'entendement. Tu sais, je te dis, il y en a eu quelques-unes, là, quelques-uns documentaires ces dernières années. Je sais pas si tu te souviens de Our Father. Ça, ça aussi, c'était sur Netflix. C'est sorti il y a 2 ans à peu près. Et là, c'était un docteur en fertilité qui utilisait, on a découvert finalement qu'il avait utilisé son propre sperme pour fertiliser, inséminer des enfants, des femmes plutôt. C'était des femmes qui pensaient. Et ce qui est vraiment fou dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des femmes qui pensaient qu'elles recevaient le sperme de leur mari pour découvrir des années plus tard que leur mari n'est pas le père de leur enfant et que c'est le docteur qui est le père biologique. Il aurait fait à peu près 50 enfants comme ça. Plus près de chez nous, c'est sûr que ça a dû te faire penser au documentaire sur Nouveau, un père sans enfant, sans le chiffre, pas. Et là, écoute, cette histoire-là, c'est 2 personnes d'une même famille qui seraient les parents d'à peu près 225 enfants. Et dans le documentaire, à mesure que ça avance, justement, on découvre le décompte d'enfants augmente tout le temps. Et là, dans ce cas-ci, on parle de 2 personnes qui avaient utilisé Internet pour plutôt offrir leurs dons et donc en dehors de toute clinique de fertilité. Mais là, récemment, l'histoire continue encore là, d'évoluer et Nouveau a appris qu'il y a un 3e membre de la famille qui ferait partie de cette justement là, du projet de donneur en série, ouais. Et il serait rendu à 600 enfants à eux 3. Et il y aurait aussi eu des donneurs dans un des 3 donneurs qui a fait affaire avec une clinique de fertilité. L'histoire dont je vais te parler, là, The Man with 1000 Kids, c'est Jonathan Mayer. Ça, c'est quand même à un autre niveau. Donc, cet homme-là, en parallèle des cliniques de fertilité, il y avait sa business de dons de sperme sur le side, sur Internet. Je dis business, là, mais c'est pas l'argent qui l'attirait, on se fait pas tant d'argent avec ça, là. C'est vraiment, lui, il disait que c'était pour aider les gens. Et il a dit, par altruisme. Et donc, il disait aux familles que son projet, c'était d'aider à peu près 5 familles. Mais finalement, bon, écoute, ce qu'on découvre, c'est que ça a été plus que ça. Il a aidé surtout des couples de femmes lesbiennes, mais aussi des couples hétérosexuels qui avaient de la difficulté à concevoir. Et il a fait son premier don à 26 ans. Aujourd'hui, il est rendu à 43 ans. Donc, ses premiers enfants, là, ils ont eu 16 ans. Et ce qu'on découvre dans le documentaire, c'est que, en fait, le chiffre qui a avancé, c'est qu'il aurait aidé à peu près 175 familles. Et là, après la sortie du documentaire, c'est plutôt le chiffre de 225 familles qui a commencé à circuler. Okay. Mais donc, il a fait des dons dans les 11 cliniques de fertilité aux Pays-Bas, mais aussi partout dans le monde. Et donc, le vrai chiffre, on le connaît pas exactement. Parce que il est allé, à Krios International au Danemark, et il est allé 1 fois par mois pendant 4 ans. Et ça, c'est à peu près 200 dons. Et donc, ils ont calculé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 3000 enfants, potentiellement, qui peuvent être nés de ce donneur-là, Jonathan Mayer. Okay? C'est fou. Et
c'est hallucinant. Et là, je lisais des commentaires de personnes qui disaient, oui, mais si tu veux faire affaire avec une clinique de fertilité, ça change quoi le nombre de dons qu'il a fait? Ça change quoi? Ça change que... Beaucoup de choses, hein? Oui, il peut y avoir de sérieux problèmes de consanguinité, de transmission de maladies génétiques. Tu sais, juste aux Pays-Bas, là, c'est 17 millions d'habitants, mais c'est très petit, les Pays-Bas. La densité de population, c'est 400 habitants au kilomètre carré. Tu sais, juste pour te donner une idée, là, au Québec, c'est 5,8 personnes au kilomètre carré. Ouais. Les Pays-Bas, c'est le pays le plus densément peuplé en Europe. Et donc, quand on a aidé potentiellement 225 familles à faire des enfants, le risque que ces enfants-là se rencontrent sans le savoir est grand. D'ailleurs, le documentaire montre qu'il y a 3 enfants qui fréquentaient la même garderie et ils le savaient pas là, qu'il y avait le même donneur. C'est au fil des discussions qu'on a fait « Oh mon Dieu, on a le même donneur! » Les enfants étaient dans la même garderie, là. Et comme il a donné partout dans le monde, je veux dire, il a même donné en Australie, et la force du documentaire, c'est qu'on parle à des familles à visage découvert qui livrent toute leur histoire, et justement, il y a aussi un couple de femmes australiennes, et donc le risque que tous ces gens-là se rencontrent est pas juste mathématique, là. Et je le savais pas, mais le documentaire aborde un point qui est quand même fascinant, c'est OK, les enfants qui ont des bagages génétiques similaires, les personnes qui ont des bagages génétiques similaires, mais qui n'ont pas grandi ensemble, OK, ils ont plus de chances d'être attirés l'un par l'autre parce que quand tu te rencontres pour la première fois sans savoir, disons que c'est ton frère, il y a des traits familiers et ça, c'est quelque chose qui peut, créer une attirance. Et ça s'appelle le phénomène, le complexe de Luke and Leia, du nom des personnages de Star Wars. Okay, c'est-tu vrai? Il y a un complexe qui existe basé sur Star Wars. Oui, parce qu'on se souvient, dans Star Wars, un moment, on sait pas trop s'il y a une sorte d'attirance entre les deux. Finalement, elle se tourne vers Han Solo, mais il y avait quelque chose. Et j'ai essayé de faire des recherches là-dessus pour voir à quel point c'est scientifique. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler. Et là, je te dirais que ça m'a pas amené dans des belles places d'Internet, là. Non, sur des sites soit sur des sites de geeks de Star Wars, ça m'intéressait pas. C'est pas ça que je cherchais. Ou alors sur des vraies histoires de personnes qui sont tombées amoureux de leur frère, de leur sœur. Fait que bref, j'ai pas trouvé de source fiable à quel point, ça existe, mais c'est évoqué quand même dans le documentaire. En tout cas, ça préoccupe les familles. Que ça existe ou non, les familles sont préoccupées. Est-ce que ils vont rencontrer leur frère, leur sœur sans le savoir et tomber amoureux? Et ça montre quand même, justement, les préoccupations des familles. Et il y a des familles, donc, aux Pays-Bas, qui ont poursuivi Jonathan Meyer pour le forcer à arrêter de donner autant. Il y a quand même certaines lois aux Pays-Bas qui, les dons de sperme, c'est limité à 25. Tu peux pas être père de plus de 100 enfants. Donc, finalement, Meyer a été banni des cliniques néerlandaises. Puis, il devait aussi demander à ces cliniques-là de détruire les dons qu'il avait fait. Il y a beaucoup de twists là dans cette série-là. Je vais pas toutes les dévoiler, mais je te dirais qu'une des choses quand même qui est choquante d'apprendre, c'est que les cliniques de fertilité, finalement, ils se basent juste sur la bonne foi des donneurs quand ils disent de pas aller tu sais, il y a pas plus de vérification que ça qui est faite. C'est sûr que ça peut être compliqué, c'est des tests de plus à faire sur tous les échantillons et ça nécessite la création d'un registre en haut lieu, mais on est peut-être rendu là. Et Jonathan Meyer, faut savoir que lui a pas participé au documentaire. Donc, ses motivations restent un peu mystérieuses. Puis j'embarquerai pas dans tout l'aspect psychologique, là, mais je veux pas m'avancer, mais d'après moi, il y a un petit trouble narcissique là-dedans. Mais bon. Ouais, là-dedans, ou comme peut-être tantôt, j'étais content que tu abordes le documentaire Our Father, parce que j'ai pas vu là l'homme aux 1000 enfants, mais j'ai vu là, Notre Père, Our Father. Puis ça, il y avait l'espèce de sous-texte aussi religieux qui venait avec ça. On comprenait un peu la motivation. Hein, cet homme-là, lui, était mené par une espèce de courant biblique qui dit que il y a comme une ligne dans la Bible qui dit proliférer et avoir le plus d'enfants possible, c'est se rapprocher de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il faisait, ça a de l'air. Là, dans ce cas-ci, ça a-tu l'air d'être religieux, son motif? C'est ça l'affaire, c'est que ça n'a pas l'air d'être religieux au même titre que Our Father, mais il y a clairement, il semble y avoir des motivations philosophiques qui le dépassent, je veux dire, qui sont pas juste je veux aider des familles, mais une sorte de projet de je veux aider l'humanité là. Ça c'est et à un moment aussi il y a une notion de est-ce que
c'est un homme blond aux yeux bleus. Est-ce qu'il y a une dimension d'eugénisme là-dedans? C'est pas l'aspect le plus approfondi, mais étant donné que Jonathan Meyer a pas participé, il y a des choses des questions qui restent sans réponse. Il y avait une de ces femmes qu'il a connue qui disait qu'il venait d'une grande famille et qu'il a manqué d'attention quand il était jeune. Fait que, tu sais, bon, la dimension psychologique là-dedans, on la sait pas, mais par la suite, Jonathan Meyer a donné des entrevues pour critiquer le documentaire et il a dit qu'il y a eu une enfance très heureuse, que ça n'a pas rapport, c'est pas du tout là sa motivation, mais il l'explique pas bien non plus. Il dit que lui, il fait ça pour aider les gens, pour aider l'humanité, puis que on peut critiquer le nombre, mais à un moment, ça vient d'une bonne place. Je veux dire, je trouvais que c'était un peu court, là, quand même. Il y a des vrais risques pour la biodiversité, tu sais, je veux dire, fait que ça, il répond pas trop au fait, là, tous les risques pour la santé, bon, il en parle pas. Et même, il va même jusqu'à s'inquiéter que le documentaire va nuire aux enfants et il dit, tu sais, quand il donne des entrevues, il dit, moi, je refuse de prendre l'argent, de faire de l'argent sur le dos de mes enfants, il faut les protéger. Il parle comme en bon père de famille, alors que, je veux dire, ça reste un donneur et les autres familles qui participent au documentaire, je veux dire, ça les préoccupe beaucoup, là, ce qui se passe. Donc, de dire que c'est lui, la belle autorité qui s'occupe du bien-être de ses enfants, j'ai trouvé ça un peu spécial. Ouais. Écoute, tu sais, ce documentaire-là est troublant, mais je te dirais qu'à la fin, ce qui m'a troublé encore plus, c'est de réaliser que là, il y en a plusieurs documentaires comme ça. Ça aussi, c'est troublant, là. Est-ce que c'est un phénomène qui a tout le temps été là, dont on parlait peu? Est-ce que c'est un phénomène qui prend plus d'ampleur? Je regardais un peu les histoires. Moi, j'ai trouvé au Québec, là, en 2011, il y avait eu une histoire comme ça d'un monsieur de Westmount de 47 ans qui faisait des dons de sperme par les personnes qu'il rencontrait sur Internet et ça posait problème. Au Québec, là, je suis allée voir sur les sites de procréation assistée et ça dit que les personnes qui font un don de sperme à une clinique peuvent pas aller dans une autre clinique. Mais encore là, comment on vérifie? Hein? Et beaucoup de cliniques déjà au Canada font affaire avec des donneurs américains parce qu'il y a pas assez de donneurs au Québec. Ouais. Et au Canada. Et donc, là aussi, c'est un bassin plus grand, mais c'est quoi le contrôle? Ouais, c'est une bonne question à poser, Annabelle, puis surtout de parler de l'espèce de démocratisation là, de la vente libre d'objets qui dévie là, sur de la vente de contenu biologique. Là. Sérieux, tu sais, vendre son sperme sur Marketplace, c'est weird, mais ça se fait. Puis moi, j'étends ça plus loin. C'est pas juste le sperme, là. Je me souviens du reportage de notre collègue du 24 heures, Anne-Sophie Poiré, qui avait fait semblant de vendre du lait maternel là, sur les réseaux sociaux, là. Puis qu'il y a des espèces de groupes j'allais dire des groupes fuckés de gens là, qui sont là puis qui j'aimerais combien de plus je peux te payer pour venir le téter directement à ton sein. Écoute, des histoires dégueulasses qu'elle nous a rapportées. Il va falloir que maintenant quelqu'un s'ingère là-dedans puis aille vérifier ce qui se vend sur Marketplace ce matin. Oui, c'est ça, parce que là, ce qui se passe, OK, c'est qu'en ce moment, le gouvernement a décidé d'encadrer un peu plus les cliniques. Donc, à partir de 2025, OK, l'identité du donneur de sperme va être accessible. Donc, en faisant un don de sperme, la personne va devoir donner des informations et accepter que elle n'est pas anonyme à vie et elle peut décider si elle préfère ne pas être contactée par la future progéniture, mais je veux dire, ces informations vont être connues et même à partir de 2026, ça va devoir être transmis au gouvernement et il va y avoir un registre. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'encadrement des cliniques, mais le problème, le pendant de ça, c'est que si ça devient justement assez contraignant, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de gens qui vont vouloir donner, moins de donneurs, donc plus difficile, l'accessibilité diminue. Et donc, les gens se tournent vers Internet où là, c'est le Far West. Il n'y a aucun encadrement. Non. Et comme tu le dis, je veux dire, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut trouver sur Marketplace. C'est creep. Donc, il va falloir que... Oh non, mais je veux dire, ça fait peur ça aussi. Donc, il va falloir regarder ce qui se passe sur Internet, encadrer ça et qu'il y ait des lois très claires et justement qu'elles soient appliquées. Parce que là, au Québec, on n'est pas assez nombreux, nous, pour nous permettre que quelqu'un ait 3000 enfants, ça c'est certain. Déjà, que le niveau soit rendu à 600 dans son décompte, moi, ça me glace le sang. Vraiment, là, ouf, c'est pas des bonnes nouvelles.
Ouais, ça, c'est vraiment en tomber en bas de sa chaise. Je propose qu'on se laisse d'ailleurs là, sur la bande-annonce de ce documentaire sur Netflix, L'homme aux 1000 enfants. Annabelle Blais, merci. Toujours un plaisir. Salut. Si je vous disais qu'il existe un homme sur Terre qui aurait engendré plus de 1000 enfants, quel genre d'homme ferait ça? J'ai toujours voulu être mère. On voulait fonder une famille, toutes les deux. Le donneur, c'est 50% de ton enfant au final. Je l'ai découvert sur Internet. Avec ses beaux cheveux blonds et bouclés, On espérait que nos enfants auraient les mêmes. ça a confirmé notre choix. Je me sentais prête à avoir de beaux bébés. 9 mois plus tard, j'ai donné naissance. Mais ce moment merveilleux nous a été complètement